commence à penser à cela. Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre émission. Nous allons parler de science aujourd'hui et j'espère que vous allez apprécier ceci. La première question, je le mets dans l'audience ici, et cette première question est la suivante. Pourquoi considère-t-on l'écosystème comme un système des systèmes? Toute une question avec trois mots similaires qui est système. Je vais vous expliquer cela dans un instant. Donc, voyons voir. Lorsqu'on parle d'un écosystème, donc si j'ai un écosystème, alors un écosystème, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais parler par exemple d'un petit, près de chez moi, j'ai un endroit où c'est une petite vallée et il y a un écosystème à cet endroit. Il y a un petit ruisseau et un petit lac. Il y a aussi quelques arbres comme ceci. En plus de ces arbres, il y a quelques animaux. Il y a bien sûr quelques grenouilles ici. Il y a des insectes, des oiseaux. Hier, je me suis promené, il y avait aussi un petit lapin qui s'est promené. Près de chez moi, il y a quelques coyotes, bien sûr. Il y a des faucons aussi, donc il y a toutes sortes d'animaux. Cette petite vallée est un écosystème. Un écosystème, c'est une interaction entre différents aspects. C'est bien sûr un environnement. Dans cet environnement, il y a ce qu'on appelle des composantes abiotiques, comme l'eau, la terre. Il y a aussi le sable, certains socles rocheux, des endroits où les animaux peuvent se cacher. Et il y a des composantes biotiques, qui sont ces plantes qui existent, les insectes et les animaux. Et lorsqu'on parle d'interaction entre ceux-ci, c'est un écosystème. Maintenant, ce qui est intéressant avec ces écosystèmes, c'est dépendant où nous sommes. Un écosystème peut être très petit, mais peut avoir une certaine dimension, surtout si on a un lac un peu plus grand, si on a une vallée beaucoup plus grande. Mais lorsqu'on se retrouve à un endroit où la température est similaire et la précipitation est similaire, on peut prendre cet écosystème et d'autres écosystèmes qui sont ici, et on en fait ce qu'on appelle un biome. Qu'est-ce que c'est un biome? Un biome, c'est un endroit où il y a des interactions entre les composantes biotiques et abiotiques, mais à grande échelle. Donc, par exemple, on pourrait parler de la forêt tropicale, par exemple, au Brésil, la forêt boréale qui est ici au nord de l'Amérique du Nord. Ça peut être les prairies, bien sûr, dans le centre, par exemple, de l'Amérique du Nord. Il peut y avoir des endroits où ce sont des biomes dans un environnement montagneux, que ce soit les Alpes, les Rocheuses ou autres. Donc, on se retrouve avec plusieurs petits écosystèmes qui, ensemble, font partie d'un système plus grand qui est un biome. Donc, alors les biomes, il y a peut-être 7 ou 8 biomes différents, passant des forêts tropicales, boréales, à des biomes où on a des environnements qui sont, on pourrait dire, désertiques. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est on a plusieurs biomes comme ceci, où sur notre petite planète Terre, donc sur Terre, il y a beaucoup de biomes qui sont à grande échelle, et on appelle ceci, voyons voir, la biosphère. Donc la biosphère est le système des interactions à l'échelle planétaire des biomes qui sont plusieurs systèmes sur le système de la biosphère. Mais chaque biome contient une variété d'écosystèmes locaux
qui sont beaucoup plus spécifiques, dépendant des conditions spécifiques, donc température, précipitation et des ressources disponibles à un endroit précis. Donc, un écosystème est un système, et ce système fait partie de plus grands systèmes comme les biomes, et les biomes qui se retrouvent sur Terre font partie d'un système encore plus grand qui est la biosphère. Donc, la question qui était, comment considère-t-on l'écosystème ici, ou les petits écosystèmes, comme un système de systèmes? Ceci permet de voir comment est-ce qu'on peut agrandir l'échelle de ce concept. Donc ça, c'est une excellente question de l'audience. Donc, j'ai vu ça ce matin. Je me suis dit que j'allais répondre à cela avec vous. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Nous avons Chiffre Alphabet qui est arrivé. Bonjour, je suis content de te voir aujourd'hui. N'oublie pas, si tu as une question, tu l'amènes avec nous. On vient de parler d'écosystème. J'ai quelques concepts sur les propriétés chimiques et physiques que nous allons discuter aujourd'hui, mais je suis ici avant tout là pour répondre aux questions de l'audience. Et en passant, si vous regardez cette émission en rediffusion, n'oubliez pas de mettre vos questions dans la section commentaires. Je les utilise pour faire les émissions subséquentes. Alors, fantastique. Alors, voyons voir quelle est la prochaine chose que nous allons voir aujourd'hui. Voyons voir. Nous allons aller ici. Alors, cette semaine, il y a eu un petit rapport, le 12 juillet. Donc, ça fait déjà quelques semaines. Donc, il y a un rapport avec cette coopération entre la NASA, ESA et puis CSA sur le télescope James Webb. Et chose intéressante, on a publié des informations sur un micrométéoroïde qui aurait frappé notre télescope James Webb. Donc, si je me rappelle bien, c'est la page 18 ici, voilà. Donc, voyons voir si je peux montrer ceci. Oups, intéressant. Voilà. Je vais mettre le lien dans la description tout à l'heure. Tiens, je peux mettre le lien ici pour ceux qui aimeraient voir le rapport. Il y a toujours moyen d'apprendre des choses. Donc, c'est le rapport du 12 juillet. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que nous avons nos miroirs hexagonaux ici. Et on peut voir ici, dans le bas à droite, qu'il y a eu une petite réflexion ici. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, on va parler un peu d'objets célestes. C'est intéressant. Alors, des météoroïdes, donc si nous avons comme cela, comme ceci, météoroïdes, comme cela, avec un tréma. Très bien. Donc, ici, nous avons notre télescope qui a été frappé par un petit objet. Donc, si on regarde pour définir qu'est-ce que c'est certains objets, donc un astéroïde est un objet d'assez grande dimension et les météoroïdes sont habituellement beaucoup plus petits. Souvent, c'est quelques mètres à quelques millimètres, même des poussières. Alors, le télescope James Webb aurait été frappé par une micrométéoroïde. Probablement la grosseur de quelques millimètres ou même plus petit. Donc, un météoroïde est un objet qui est dans l'espace. Et chose intéressante, ces objets circulent dans notre espace et notre planète Terre ici circule dans l'espace. Donc, un météoroïde est un objet dans l'espace. Lorsque notre Terre passe dans une trajectoire de météoroïde, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec des météores.
Donc, qu'est-ce que c'est des météores? Des météores, ce sont des météoroïdes qui, lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère, ceci va, avec la friction des particules de l'atmosphère, va commencer à chauffer et éventuellement va devenir rouge. Et c'est ces petites lignes qui, dans le ciel, on va appeler ça des étoiles filantes. Les météores ne sont pas des étoiles vraiment. Mais lorsqu'on regarde l'espace, on voit que les étoiles, c'est des petits points blancs. Donc, les personnes se sont dit, dans notre culture, on appelle ça des étoiles filantes. Mais des météores, qu'est-ce que c'est? Ce sont des météoroïdes qui entrent dans l'atmosphère. Maintenant, un autre mot qui est utile, l'autre mot, c'est météorite. Donc, un météorite, qu'est-ce que c'est? C'est un objet que l'on peut prendre. On peut se pencher et le prendre dans notre main. Un objet qui vient de l'espace qu'on tient dans notre main. C'est un météorite. Avant d'arriver sur le sol, celui-ci sera un météore. Donc, si c'est un météoroïde qui est de petite dimension, celui-ci va se dissoudre et se désagréger dans l'atmosphère. Mais s'il est assez grand, s'il est fait de fer ou s'il est plus gros, même s'il se fait chauffer et commence à se désagréger, on se retrouve avec une partie de cet objet, cet objet de l'espace qui se retrouve sur Terre. Donc ça, ce sont des mots de vocabulaire utiles pour l'astronomie. Donc météoroïdes, astéroïdes se retrouvent dans l'espace. Lorsqu'on a des météoroïdes qui entrent dans l'atmosphère et chauffent, ce sont des météores. Et puis, lorsqu'on peut prendre un objet qui finit par tomber sur la surface de notre planète et on peut le prendre avec nos mains, ça, ce sont des météorites. Donc, si on regarde ici, on a un micro-météoroïde. Donc, ici, des petits objets qui flottent dans l'espace. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a eu une collision. Est-ce que cette collision causera des problèmes à long terme? À court terme, bien sûr. Donc ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a, n'oubliez pas qu'on a ici un miroir avec des petits miroirs hexagonaux. Il y a un ordinateur qui interprète les données. Alors, ce qui va arriver ici, c'est qu'on va analyser les dommages qui ont été faits et il y aura on pourrait dire, une routine informatique qui va corriger l'erreur de ce miroir. Donc, je vais faire un exemple qui peut être intéressant. Mon curseur. Donc, si on prend ici, j'ai un ovale. Par contre, si je prends l'ovale et je le mets comme ceci, c'est comme si on a maintenant un cercle. Donc, on peut utiliser les mathématiques pour, si on a une erreur comme ceci, pour corriger l'erreur de façon à ce que l'on puisse avoir ce que l'on veut avec notre instrument. Ça, c'est le pouvoir d'utiliser les mathématiques avec les sciences. Pour ceux qui font des maths à long terme et qui adorent cela, c'est fantastique. Donc, est-ce que c'est grave? Bien sûr, on ne peut pas aller au télescope pour le réparer. Nous allons voir dans le futur. Et la question, bien sûr, c'est est-ce qu'il peut y avoir d'autres météoroïdes qui vont entrer en collision avec James Webb? Ça, c'est assurément possible. On pourrait dire que c'est probable. Quand? On ne sait pas. Type de dommage, on ne sait pas, mais c'est quand même intéressant de voir que, qu'on essaie bien sûr de maximiser notre instrument dans l'espace. Donc ça, c'est une petite parenthèse avec James Webb. Je trouvais que c'était intéressant et je voulais discuter de cela avec vous aujourd'hui. Alors, voyons voir. Très bien. Alors, j'ai fait une petite... Voyons voir où est-ce qu'on est. Donc aujourd'hui, nous allons parler de propriétés physiques et chimiques en attendant les questions de l'audience.
Ça, c'est pour mon cours de 9e année. Donc, ce sont les élèves qui ont 13 et 14 ans, pour vous donner une idée, surtout si vous êtes à l'extérieur de l'Ontario, ici au Canada. Donc, on va regarder qu'est-ce que c'est que la matière et on va parler des propriétés physiques qualitatives, des propriétés physiques quantitatives, ainsi que des propriétés chimiques. C'est un peu des notions de base, mais quand même, c'est intéressant pour pouvoir réaliser comment est-ce qu'on peut caractériser notre environnement lorsqu'on parle de science. Donc, première chose importante, il faut se garder en tête que la matière, c'est une substance qui a une masse et un volume. Donc, si on prend par exemple, ici, j'ai un petit cylindre, je vais vous montrer ça ici. J'ai un petit cylindre d'aluminium. Celui-ci a un volume et il a une masse. Maintenant, si on prend un bouchon de liège comme ceci, on a un volume et une masse aussi. Donc, une matière a ses caractéristiques intéressantes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut caractériser la matière avec ses propriétés. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, voyons voir. Donc, lorsqu'on parle d'une propriété physique qualitative, je devrais montrer ceci, ça serait probablement une bonne chose. Voilà. Donc, une propriété physique qualitative, qu'est-ce que c'est? C'est une propriété qui peut être décrite ou observée par les sens. Donc, lorsqu'on parle des sens, nous avons l'ouïe avec les oreilles, nos yeux, la vue. Il peut y avoir aussi le toucher avec nos mains. Et il y a bien sûr l'odorat. On peut sentir un arôme ou un parfum. Maintenant, nous savons qu'il y a 5 sens chez les humains. Par contre, en laboratoire de sciences, on ne veut pas utiliser le goût. Et la raison pour cela, c'est que c'est pour se protéger, bien sûr. Il y a des substances qui sont toxiques pour les humains. Donc, si c'est toxique, on ne veut pas les ingérer. Donc, on va parler des quatre sens qui sont sécuritaires en laboratoire de sciences. Bien sûr, si vous êtes dans la cuisine et que vous faites des pâtisseries, bien sûr, vous pouvez goûter tout au long de votre recette. Par contre, en laboratoire de sciences, on ne veut jamais goûter ce que l'on utilise. Très bien. Donc, ça, c'est à considérer. Maintenant, lorsqu'on regarde des propriétés physiques qualitatives et qu'on parle des 4 sens pour observer, la première chose, c'est les couleurs. Donc, si on prend mon tableau ici, j'ai ici un marqueur qui est rose, un marqueur qui est bleu ou un marqueur qui est noir. Je peux remarquer ces couleurs avec les yeux. Un peu ici comme ma photo, je montre ici des pommes de différentes couleurs, des pommes vertes ou jaunes ou rouges. C'est une propriété physique qualitative. Une autre est l'odeur. Bien sûr, un parfum de fleurs. Si nous entrons, ça peut être bon aussi pour se protéger. Si on entre dans un endroit et on peut sentir le gaz, c'est important de quitter pour notre sécurité. Notre nez nous permet d'apprendre des choses. Par contre, les yeux de chaque humain est différent. L'odorat et l'ouïe de différentes personnes sont différents. Donc, lorsqu'on regarde la matière autour de nous, on appelle ça des propriétés physiques qualitatives parce que ce sont les qualités basées sur notre interprétation personnelle. Puisque c'est différent pour différentes personnes, on ne peut pas mettre un point spécifique pour dire ça, c'est une observation absolue. Un autre exemple, c'est bien sûr si nous prenons un liquide. Donc ici, j'ai un verre d'eau. Si nous prenons ici la tige d'aluminium que j'avais tout à l'heure, nous avons ici un solide, des liquides. Et lorsqu'on inspire et expire, nous avons des gaz. Ça, ce sont des propriétés qualitatives que l'on peut observer avec la vue et le toucher. D'autres types de propriétés qui sont qualitatives, c'est la texture. Donc, si on prend par exemple l'écorce d'un arbre, comme ceci, et que l'on touche avec ses doigts, on peut remarquer que c'est
rugueux. Par contre, si on a nos vêtements, on peut remarquer que c'est beaucoup plus doux. Donc, le toucher peut remarquer cela. Par contre, la façon qu'on observe les textures, c'est très personnel. Donc, c'est une question de qualité chez les personnes. Une autre chose, c'est le lustre. Le lustre, c'est comment est-ce qu'un objet peut réfléchir la lumière. Donc, je ne sais pas si j'ai quelques exemples. Donc, ce matin, j'avais un petit café. On peut voir ici, c'est très lustré. Il y a une très bonne réflexion de la lumière. Par contre, si on prend par exemple les faces ici pour mon tableau blanc, il n'y a pas de lustre du tout. Ou ça peut être un exemple d'un lustre qui est mat. Donc, si on regarde ma tige d'aluminium ici, ce n'est pas brillant du tout. Donc, c'est une façon de regarder cela. Une autre chose intéressante, c'est la malléabilité. Donc, j'avais une canette pour vous, je ne l'ai pas trouvée ce matin, donc j'ai un autre exemple. Donc, lorsqu'on fait de la cuisine, on peut utiliser des feuilles d'aluminium comme ceci. Et chose intéressante, c'est que si je froisse ce papier d'aluminium, comme ceci, et ce qui arrive, c'est que ceci n'a pas changé de composition chimique, c'est encore la même chose. Donc, je peux déplier, excusez le son, donc je peux le déplier et on a le même matériel que nous avions tout à l'heure. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Et ça, c'est ce que j'appelle des propriétés qualitatives. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, j'aimerais vous faire vous donner la chance de pouvoir me dire ce que vous vous rappelez de ceci. Donc, le but, c'est de pouvoir utiliser les bons mots par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, voyons voir si on peut en faire un petit quiz intéressant. Donc, si on prend le papier d'aluminium comme ceci et qu'on regarde ce côté-ci par rapport à l'autre côté, alors ici, il y a un côté qui est très brillant, il y a un côté qui est beaucoup plus mat. Comment appelle-t-on cette propriété physique? C'est un objet qui est très, voyons voir, qui est très brillant par rapport à un objet qui est mat. Voilà, c'est le lustre. Très bien. Un autre, si je regarde un objet, donc prenons cet objet ici, on a un objet ici qui est plutôt doux et un objet ici comme l'écorce qui est plus rugueux. Quelle est la propriété physique qualitative ici? Voilà, c'est la texture. Un autre exemple, voyons voir, si nous avons des marqueurs de différentes couleurs, que ce soit bleu, vert ou brun comme ceci, quel type de propriété qualitative est-ce que c'est? Voilà, ce sont les couleurs. Très bien. Un autre exemple que l'on peut utiliser, voyons voir, je vais juste m'assurer que je vous donne la chance. Voyons voir. Nous avons ici, du vinaigre. Donc, si je prends mon contenant de vinaigre comme ceci et que je fais comme ceci pour emmener quelques molécules, mon nez ici peut sentir que c'est le vinaigre. Comment appelle-t-on cette propriété physique qualitative? Voilà, l'odeur. Et un autre point intéressant, le fait que nous avons ici un liquide ou un solide, c'est l'état. Bien sûr, c'est une question de propriété qualitative. Donc, je vous ai donné, oh, il y en a un autre qu'on a fait aussi. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Si nous avons une feuille de papier ici, donc notre ovale de tout à l'heure, et que je prends cette feuille et que je la chiffonne, comme ceci, mais nous savons que
on peut la déplier. Quel type de propriété est-ce que ça c'est? Ça commence par M. Voyons voir. Voilà. La malléabilité. C'est une propriété qui est physique. Chose intéressante, une propriété physique ne change pas la matière. Donc, on a une feuille qui est bleue comme ceci, très grande, et une feuille chiffonnée. Nous avons toujours la même matière. C'est que la forme ici est différente. Donc, ça, c'est à considérer. Donc, ça ici, c'est le premier groupe de propriétés physiques que j'ai pour vous. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions de clarification ou d'autres questions, mettez-les dans le chat, dans la section clavardage. Je suis ici pour vous. Voilà, voilà. Nous allons regarder maintenant un autre groupe de propriétés physiques. Un autre groupe de propriétés physiques, on les appelle des propriétés physiques quantitatives. Donc, qu'est-ce que c'est une propriété physique quantitative? C'est une propriété que l'on peut donner des valeurs spécifiques pour caractériser la matière. Donc, voyons voir ici. Donc, si on peut mesurer avec des instruments, avec des appareils scientifiques ou autres, ça veut dire qu'on peut donner des quantités. On peut aussi, alors des quantités ont des unités de valeur. Ça, c'est la différence avec des propriétés physiques qualitatives et quantitatives. Donc, lorsque je parle d'odeur, je ne peux pas quantifier mon odorat par rapport à l'odorat de tout le monde. Chaque personne a un odorat différent, à moins bien sûr que vous soyez un sommelier avec votre pratique et quelqu'un qui est professionnel finit par, comment on pourrait dire ça, par polir leur sens, mais c'est toujours qualitatif ici. Alors, voyons voir quelques exemples des propriétés physiques quantitatives. Donc, la première, c'est une question de dureté. Donc, ici, je vais vous donner un exemple. Donc, je ne sais pas, lorsque vous étiez petit enfant, voyons voir, vous étiez petit enfant, peut-être que vous jouiez avec de la pâte à modeler comme ceci. Alors, ici, c'est brun, ici, ça vient d'un de mes laboratoires. C'est très malléable. Donc, la malléabilité, on sait que c'est une propriété physique qualitative. Par contre, il y a ce qu'on appelle une échelle de dureté, d'échelle de Mohs. Je vais vous donner un exemple. Si on prend par exemple le talc quelques personnes utilisent la poudre de talc, ça vient d'une roche qui est très, très, très molle et une dureté de 1. Moi, j'aime bien la géologie et une des raisons pourquoi je suis allé, c'est pour la minéralogie. Donc ça ici, on peut voir, c'est un regroupement de cristaux de quartz. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le quartz a une dureté sur l'échelle de Mohs de 7. Maintenant, vous allez me dire quelle est sur l'échelle de Mohs, quelle est la quantité qui est la plus grande? C'est 10 et c'est le diamant. Donc, si on essaie d'égratigner un diamant, on ne peut pas vraiment le faire parce que c'est très, très, très dur. Par contre, on pourrait prendre un diamant de dureté 10 et pouvoir faire des égratignures sur le quartz, parce que le quartz a une dureté beaucoup plus faible. Donc, c'est un de ces concepts de géologie lorsque j'ai appris cela. Autre chose intéressante, c'est que si on regarde ici les cristaux ici de différents minéraux, on peut mesurer des angles. Donc, je n'ai pas mentionné ici, ça ne fait pas partie de ce que je montre dans mes classes de sciences, mais si on prend un diamant, par exemple, un diamant brut, le quartz comme ceci, nous avons des cristaux, on appelle ça la cristallographie, et il y a des angles. On peut mesurer les angles pour mieux identifier les minéraux, et ça, c'est aussi une propriété physique quantitative. Voilà.
C'est bien, donnez-moi un instant. Voilà, voilà. Donc, un autre type de propriété physique quantitative, c'est la conductivité. Donc, je vais vous montrer un fil maintenant. Donc, lorsqu'on connecte, on veut connecter des appareils électriques, on utilise un fil comme ceci. Maintenant, chose intéressante, voyons voir si... Chose intéressante, dans un fil, on utilise du cuivre habituellement. Et ce sont des... Ici, c'est une extension. On peut voir que le fil de métal est malléable à l'intérieur. C'est pour ça qu'on peut enrouler une extension et on peut l'étendre. Par contre, on peut mesurer la quantité d'électricité qui passe à l'intérieur d'un fil comme ceci. Alors, un exemple d'appareil, je vais vous montrer cela. Alors, on appelle cela un ampèremètre. Donc, peut-être ici, il y aura des personnes qui seront électriciens et électriciennes. Ça ici, c'est un multimètre. C'est un appareil qui nous permet de pouvoir mesurer les ampères, donc la quantité d'électrons qui passent à un endroit donné dans un fil. Maintenant, cet appareil, on peut aussi l'utiliser pour mesurer le potentiel électrique. Donc, ici, c'est donc la différence de potentiel en volts, bien sûr. On peut même mesurer la résistance d'un fil. Donc, chaque matériau permet de faire circuler plus facilement ou plus difficilement des électrons. Donc, ici, nous avons un multimètre qui est un appareil qui nous donne des données quantitatives et c'est pour ça que la conductivité d'un fil, c'est une quantité, donc une propriété physique quantitative. Voilà. Regardons maintenant un autre. Le prochain qu'on va regarder, c'est la masse volumique. Donc, voyons voir si on peut vous donner quelques exemples. Donc, je vais prendre de l'eau. C'est le plus facile. Donc, si nous avons un verre d'eau comme ceci et que nous prenons ici un dé et qu'on met le dé dans le verre ici, le dé va aller dans le fond du verre. Et la raison pour cela, c'est que la masse volumique de l'eau est de 1 gramme par centimètre cube. Maintenant, chose intéressante, la masse volumique du dé est plus grande que celle de l'eau, donc celle-ci va couler dans le fond parce que la masse volumique du dé est plus, un peu le focus ici, la masse volumique du dé est plus grande que la masse volumique de l'eau qui est de 1. Donc, on pourrait, quelqu'un qui aime regarder qu'est-ce qu'on peut définir, on pourrait définir que la masse volumique du dé est plus grand que de 1 gramme par centimètre cube. Tout à l'heure, j'avais le petit bouchon de liège ici. Si je le mets dans l'eau, celui-ci va flotter. Donc, s'il va flotter, qu'est-ce qui arrive? C'est que la masse volumique ici du bouchon de liège est plus petite que la masse volumique de l'eau. Donc ici, on peut dire que la masse volumique du liège est plus petite que 1 gramme par centimètre cube. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Une autre chose qu'on peut regarder, donc je vais enlever ça. Donc je fais plein de démos aujourd'hui, c'est intéressant. Donc si on prend le verre d'eau ici et que je suis pour mettre du miel, que va-t-il arriver? Celui-ci va aller dans le fond. Et la raison pour cela, c'est que le miel, oui, il y a de l'eau. Par contre, il y a ces molécules de sucre et d'autres petites molécules. Et la masse volumique du miel est plus grande que la masse volumique de l'eau. Et donc, qu'est-ce qui arrive ici? C'est que le miel va dans le fond
Et on se retrouve ici avec, on peut donc dire et on peut voir que la masse volumique du miel est plus grande que la masse volumique de l'eau. Donc, c'est ce qu'on appelle ici la masse volumique. Donc, ici, j'avais mis quelques photos, ça nous permet de pouvoir identifier. Donc, ici, c'était une pesée. C'était un poids en métal ou en laiton et un bouchon de liège. Y a-t-il d'autres propriétés physiques quantitatives? Et n'oubliez pas que si on prend l'eau ici, nous avons encore de l'eau, un dé et du miel. Donc, on n'a pas changé la propriété de la matière ici. On les a identifiés avec des données quantitatives. Dureté, masse volumique, voilà. Une autre chose à considérer, c'est ce qu'on appelle la solubilité. Donc, la solubilité ici, alors un exemple, c'est du sel dans l'eau. On sait qu'on peut mettre du sel, un peu de sel dans l'eau et on peut brasser et le sel va se dissoudre. Par contre, si on met beaucoup de sel, une certaine quantité de sel va se dissoudre, mais éventuellement on se retrouve avec une quantité de sel solide dans le bas du contenant. Et la raison pour cela, c'est que un liquide, comme l'eau, va pouvoir dissoudre une certaine quantité de sel définie selon sa température. Et on peut mesurer la masse de sel dissous dans l'eau. C'est un peu la même chose avec ici. Tout à l'heure, nous avions notre miel, aussi bien compléter cette petite expérience. Donc, nous avons ici, on peut voir le miel dans l'eau. Si je suis pour brasser comme ceci, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'éventuellement, le miel peut se dissoudre ici dans l'eau parce que l'eau a un très grand potentiel de dissolution. Alors ici, l'eau est froide, ça va se dissoudre tranquillement avec un peu de patience. Bien sûr, si nous prenons le temps, donc ici, on peut voir le miel est presque disparu, voilà, il en reste un petit peu dans le fond. Mais nous savons, pour ceux qui aiment le thé, nous savons que de l'eau chaude va avoir tendance à dissoudre beaucoup plus de miel, beaucoup plus de sucre et beaucoup plus de sel aussi. Donc la solubilité, on peut mesurer la quantité de grammes d'une substance qui peut être dissoute dans une autre substance et donc la solubilité peut être une propriété physique quantitative. Et le dernier ici que j'ai pour vous est ce suivant, c'est la température. Donc la température, donc ici il fait peut-être ce matin 23 degrés, on annonce 35 aujourd'hui. Je sais qu'en Europe il fait très chaud présentement. On mesure la température avec un thermomètre. Donc moi j'utilise les Celsius ici, aux États-Unis et en Angleterre on utilise le Fahrenheit. Mais c'est une façon de quantifier la chaleur ou la quantité de chaleur à un endroit. Et c'est pour ça que c'est une propriété physique quantitative. Donc ça, c'est excellent. Voilà, voilà. C'est bon, c'est bon. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais vous donner la chance de pouvoir vérifier ce que l'on a appris avec notre petite discussion. Donc, si nous avons, par exemple, un fil électrique, donc ici, j'ai une barre de tension et je veux mesurer ici la quantité d'électrons qui passent, est-ce qu'on peut me dire quel type de propriété physique quantitative est-ce que c'est? On va voir. Voilà, c'est la conductivité d'un métal ou d'un fil. Et on mesure la conductivité avec ici des appareils comme le multimètre. Un autre point, voyons voir, nous avons ici le miel. Et si je le mets de côté, on peut voir que ça bouge très lentement. Quelle est cette propriété physique quantitative qui peut être définie sur la façon qu'un liquide ou une matière peut s'écouler?
Voilà, c'est la viscosité. Très bien. Ici, quelle est la propriété physique quantitative que l'on peut mesurer avec un thermomètre? Voyons voir, c'est la température. Excellent. Nous avons aussi, voyons voir, nous avions, où est-ce que c'est? Je l'ai perdu. Ah, c'est ici. Comment appelle-t-on cette idée qu'il peut y avoir des objets qui ont une masse plus grande, qui semblent couler dans le fond, ou d'autres qui semblent flotter? Alors ici, on a une mesure sur le bouchon de liège, sur le liquide avec le miel et le dé. Quelle est cette propriété physique quantitative? Voilà, c'est la masse volumique. Excellent. Une autre chose qu'on a parlé aussi, c'était si on prend de la pâte à modeler comme ceci. Ici, c'est très malléable. On a vu que c'était une propriété physique qualitative. Par contre, on peut, avec une échelle, mesurer comment est-ce qu'on peut égratigner un objet. Donc, ici, je vais montrer un exemple. Ici, j'ai un morceau de cuivre et j'ai du papier sablé. Donc, si je le mets ici, on peut voir que maintenant, on peut voir le cuivre qui est beaucoup plus clair. Donc ici, le papier sablé est plus dur que mon cuivre ou ce qu'il y a autour, ce qui permet d'enlever une certaine couche de mon cuivre. C'est une question de dureté. Excellent. Donc, ça, ce sont les propriétés physiques quantitatives que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Voyons voir maintenant quelle est la prochaine information que nous allons avoir. Nous avons une question ici de chiffres alphabet. Nous avons ici, quelle est la différence entre la fusion nucléaire et la fission nucléaire? Excellente question ici aujourd'hui. Donc, OK. Donc, si on regarde ces deux, ici, fission nucléaire. Donc, les deux ici existent théoriquement, mais il y en a seulement une qui existe et qu'on utilise couramment. Donc, je vais parler pour commencer de la fission. La fission nucléaire, c'est quelque chose qui existe, qui a toujours existé depuis que l'univers existe. Les choses intéressantes, on peut utiliser la fission pour plusieurs raisons. Donc, si nous avons de l'uranium, comme ceci, l'uranium, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'élément qui a plusieurs isotopes. Donc, isotopes, comme ceci. Donc, moi, j'aurais besoin d'aller faire une petite recherche juste pour aller vérifier quelque chose. Parce que j'oublie des fois, n'est-ce pas? Donc, il y en a deux. Il y a l'uranium 235 et l'uranium 238. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que un atome d'uranium a 92 protons, mais a une masse atomique soit de 235 ou de 238. Il peut en avoir quelques-uns de plus, mais ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le nombre de neutrons à l'intérieur du noyau est différent. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Deuxièmement, l'uranium 235, ici, est un petit pourcentage de tous les atomes disponibles d'uranium. Et celui-ci est
instable. Donc, est-ce qu'il est très instable? Donc, si moi je suis pour avoir 100 atomes d'uranium, il y en a peut-être, ça prendrait quelques millions d'années. Donc ici, on a, ça prend 700 millions d'années pour que des 100 atomes que nous avons, il en reste 50. Donc, c'est très, très stable, mais il y a toujours une petite quantité qui est instable. Je viens de parler de 100 atomes. Imaginez si nous en avons des milliards. Donc, on a des atomes instables. OK. Donc, lorsqu'on a ici un atome d'uranium, 235, lorsqu'il arrive à un point où celui-ci va se briser en deux. Se briser en deux et donner deux noyaux où le nombre de protons est divisé et le nombre de neutrons est divisé. Donc, on a comme une nouvelle matière. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a beaucoup d'énergie qui est produite. Donc, lorsqu'on parle de la fission nucléaire, on a des gros atomes qui se divisent en plus petites. Et lorsqu'on parle de l'uranium, celui-ci produit de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on utilise l'uranium dans des centrales nucléaires. Donc, on contrôle la quantité d'atomes d'uranium qui peuvent entrer en fission de façon à ce qu'on puisse contrôler la quantité d'énergie. Donc, la fission, c'est lorsqu'on a des gros atomes qui se divisent en deux. Et ça, c'est le premier concept. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que c'est la fusion nucléaire? La fusion nucléaire est l'inverse. Donc, je vais donner un exemple. Donc, dans notre, si on prend l'univers, ce qui est intéressant, c'est que l'univers essaie de devenir le plus stable possible. Par contre, il arrive quelquefois qu'on a des conditions, par exemple dans le Soleil, où la température augmente énormément et la pression augmente énormément. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on peut avoir deux atomes d'hydrogène qui vont venir ensemble pour former un atome plus gros. Donc, si je pourrais dire, par exemple, une particule d'hydrogène comme ceci, il peut y avoir souvent des neutrons qui sont là. Lorsqu'ils viennent ensemble, vont former un nouvel élément, l'hélium, et ces atomes qu'il y avait originalement, ces deux atomes d'hydrogène, sont maintenant de l'hélium. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que les protons ici sont positifs. Et là, ce qui est difficile, c'est comment est-ce qu'on peut prendre des atomes de charge similaire et être capable de les amener très, très près pour qu'ils puissent être ensemble pour former cet élément. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le Soleil, c'est facile parce que le Soleil est très, très grand. La température est grande, la pression est grande, ce qui permet de pouvoir créer ce nouvel élément. Mais chose intéressante, c'est que lorsqu'on a deux atomes d'hydrogène qui vont avec l'hélium, celui-ci, le fait de prendre ces deux atomes et de les mettre ensemble, dans cet exemple, produit de l'énergie. Et c'est pour ça que notre Soleil va briller avec, je devrais enlever le petit mot ici pour que vous puissiez voir. C'est pour ça que notre Soleil produit de l'énergie, ce qui nous donne notre chaleur à chaque jour pour faire pousser les plantes, s'assurer qu'il y ait de l'eau liquide sur la planète. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la fission nucléaire est utile avec les atomes d'uranium
Par contre, une des difficultés, c'est qu'il y a de la radioactivité, il y a des déchets radioactifs, mais nous aimons bien cette idée d'énergie nucléaire pour notre société. Par contre, si on regarde ici la fusion nucléaire, si on pouvait prendre des atomes d'hydrogène et de les mettre ensemble pour faire de l'hélium. Donc, les atomes d'hydrogène qui n'est pas un problème pour l'environnement et qui sont disponibles, créer de l'hélium qui n'est pas un problème environnemental, mais qui produit de l'énergie, ça serait fantastique. Donc, il y a beaucoup de recherches depuis une cinquantaine d'années pour dire, OK, on a su apprivoiser la fission nucléaire. Maintenant, comment est-ce que l'on peut faire la fusion nucléaire? Et ça, c'est la grande question. Comment pouvons-nous être capables d'avoir des conditions pour que deux atomes d'hydrogène, par exemple, viennent ensemble pour former un atome d'hélium et avoir de l'énergie? Par contre, recréer des conditions du Soleil sur notre planète, ça, c'est la difficulté. Donc, pour ceux qui veulent continuer la recherche, je sais qu'il y a des personnes qui vont utiliser le magnétisme pour essayer de pouvoir affecter la charge des protons ici. Il y a des personnes qui se disent peut-être qu'on peut prendre des particules et mettre une particule d'un côté comme ceci et une particule de l'autre côté pour en faire des collisions pour pouvoir créer cette énergie. Et la question, c'est, il y a des personnes qui disent qu'ils ont pu le faire, mais un atome ici va donner une petite quantité d'énergie, mais la personne qui va réussir à faire la fusion nucléaire sur la planète de façon contrôlée et sécuritaire, ce sera une innovation qui n'a pas de prix parce que ça va permettre de pouvoir avoir une grande quantité d'énergie et protéger l'environnement. Donc, c'est un de ces concepts qu'on espère que vous, peut-être dans l'audience, pourrez trouver la solution. Donc, la fission nucléaire, on a un gros atome qui se divise en deux plus petits pour faire de l'énergie. La fusion nucléaire, comme dans le Soleil, on a des petits atomes, on veut les mettre ensemble pour en faire des plus grosses et produire de l'énergie. Excellente question ici, chiffre alphabet, sur une question de chimie aujourd'hui. J'apprécie ta question. Alors, merci. Très bien. Nous allons continuer. Donc, la dernière partie d'aujourd'hui, c'est de regarder les propriétés chimiques. Donc, ça, c'est la dernière partie que je veux faire avec vous. Voyons voir. S'il arrive que vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les mettre dans la section clavardage. Ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, voyons voir. Okay. Une autre catégorie de propriétés de la matière, c'est les propriétés chimiques de la matière. Les propriétés chimiques sont différentes des propriétés physiques. Si vous voulez voir, vous pouvez regarder un peu plus tôt dans cette vidéo ou dans les autres vidéos que j'ai faites. Les propriétés physiques ne changent pas la chimie ou la composition de la matière. Donc, par exemple, si j'ai le papier d'aluminium et que je le chiffonne, c'est toujours la même matière. Elle a peut-être une autre forme, mais tout de même, c'est la même matière. Voyons voir. Si nous regardons ici, nous avons un verre d'eau. Je vais mettre pour qu'on puisse le voir un petit peu plus. Si on a un verre d'eau ici, avec un peu de miel, on a un dé qui est plus pesant, un bouchon de liège qui est plus léger. C'est une propriété physique quantitative parce qu'on peut définir avec des instruments le volume et la masse, donc la masse volumique de ces différents solides et liquides, et on peut quantifier cela. La matière ne change pas, c'est toujours le bouchon de liège, toujours ici un liquide avec du miel et toujours le dé. Maintenant, si nous avons une propriété chimique
qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est la capacité d'une substance de changer. Donc, on a une nouvelle substance créée. Un peu comme si nous prenons, on est dans la cuisine et on prend les ingrédients pour faire un gâteau. Le fait de le mettre dans le four va créer ce gâteau. On ne peut pas obtenir les ingrédients initiaux. Pourquoi? Parce que la chimie a changé. Ça peut aussi avoir la capacité de réagir avec une autre substance ou ça peut créer une nouvelle substance complètement. Comme ici, nous avons un gâteau qui est une nouvelle substance par rapport aux substances qui sont déjà faites. Donc la question, c'est quelle sorte de propriétés chimiques est-ce qu'on peut considérer lorsqu'on parle de la matière? Et voyons voir si on peut en regarder quelques-uns ensemble aujourd'hui. Donc le premier qu'on va faire, c'est la combustion. Donc la combustion, qu'est-ce que c'est? C'est comme un feu. Donc si j'ai ici voyons voir, on va remettre pour qu'on puisse faire un peu de démo. Je vais effacer mon tableau derrière. Donc, si on regarde ici, j'ai une allumette de bois. Et ici, j'ai la matière qui va allumer. Donc, si j'allume ici mon allumette, nous avons ici ce qu'on appelle la combustion. Nous avons le bois qui va brûler. Et on a ici l'allumette qui est à la fin. On a encore le bois qui est ici. On peut voir que c'est noir pour la première partie. Le fait d'avoir la combustibilité, ça c'est une propriété qui est chimique. Il y a une nouvelle matière qui a été créée. Ici, on sait qu'il y a une nouvelle matière parce qu'il y a eu un changement de couleur. On a passé d'un beige ici à un noir. C'est une nouvelle substance. Ce qui est intéressant avec les propriétés chimiques, c'est qu'on ne peut pas réverser la réaction. Donc, je ne peux pas prendre ici la partie noire, donc où il y a eu la combustion, et on ne peut pas revenir en arrière. C'est une réaction qui est ici irréversible. Donc, une fois que c'est fait, on ne peut plus la changer. Donc, ça, c'est la première propriété chimique que je voulais discuter avec vous. Oh, je devrais remettre un peu, voilà. Donc, la combustibilité, le fait de pouvoir faire brûler de la matière. Un autre type de changement de couleur, c'est alors ici, changement de couleur, ce qui est intéressant, c'est que j'ai montré ici qu'il y a eu un changement de couleur avec l'allumette. Une autre option, c'est lorsqu'on a la luminescence. Donc, si on a ici, alors ça devrait toujours fonctionner. Ici, à l'intérieur, je ne sais pas si on peut le voir. Alors, je vais le mettre un petit peu plus près. Donc, on a un tube de plastique ici. À l'intérieur, il y a un deuxième tube de verre. Et lorsqu'on va casser le tube de verre, ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les deux liquides vont se mélanger et il y a une nouvelle couleur qui sera créée. Donc, voyons voir si on peut. Donc, ici, on peut voir, c'est rosé, ça commence à être brillant. Je ne sais pas si je peux mettre ça comme ceci. Donc, on a un changement de couleur. Je ne vois pas très bien. Donc, peut-être que le jour, c'est un peu difficile. Mais lorsqu'il y a un changement de couleur, donc ici, lorsqu'on a ces petits bâtons ici, ou par exemple, si vous faites du sport et vous avez étiré un muscle ou un entorse, on peut mettre ce qu'on appelle les ice packs, où ce sont des paquets qui vont refroidir. Habituellement, qu'est-ce que c'est? Il y a un liquide et un solide. Et lorsqu'on brise la petite poche de liquide et lorsqu'il y a le mélange entre les deux, la température va baisser. Donc, pour faire ce mélange, ça prend de l'énergie. Donc, on se retrouve avec cette pochette qui devient froide, que l'on peut mettre sur une cheville où on a une entorse. Lorsqu'il y a un changement de couleur et qu'il y a un changement de température, c'est une propriété chimique de la matière.
Donc ici, notre allumette de tout à l'heure, nous avions la création de chaleur, réaction chimique. Alors, tiens, tranquillement, je ne sais pas si on peut le voir. Non, pas encore vraiment, mon petit. J'essayais de voir si ça peut devenir fluorescent, mais c'est très difficile avec beaucoup de lumière. Voyons voir d'autres propriétés chimiques. Une autre propriété chimique, alors, une réaction chimique mène à la création d'une nouvelle substance. Donc, lorsqu'il y a une nouvelle substance, c'est quelque chose qui n'était pas là initialement. Et chose intéressante, c'est aussi des réactions qui ont tendance à être irréversibles. Donc, voyons voir. Des exemples, et je vais vous montrer quelques démos dans un instant. Il y a la réactivité avec l'eau, il y a la réactivité avec l'oxygène, la réactivité avec un acide, ou la réactivité avec une autre substance pure, par exemple, que ce soit des métaux ou de l'eau, par exemple. Voyons voir. Si nous avons la réactivité avec l'eau, si on prend l'exemple, voyons voir. Si nous prenons notre exemple ici, j'ai un verre d'eau ici avec du miel. Mon dé qui est ici et mon bouchon de liège, il n'y a pas de réactivité. Ce sont des objets qui sont inertes par rapport au liquide. Par contre, si nous prenons un autre exemple, donc je vais prendre ma bouteille d'eau ici, comme ceci. On va regarder quelques exemples ensemble. Donc, si nous avons un petit peu d'eau, il y a des réactivités qui sont possibles. Donc, alors ici, on parle de propriétés chimiques. Si nous prenons des Tums qui est un carbonate de calcium qu'on utilise pour les brûlements d'estomac. Si nous mettons un tome ici dans l'eau, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de réactivité. Donc, il y a un petit peu de quelques petites bulles qui se forment, mais c'est plutôt inerte. C'est un objet, une substance qui a peu ou pas de réactivité. Par contre, pour ceux qui ont des maux d'estomac quelquefois et veulent des maux de tête, on peut utiliser des Alka-Seltzer. Les Alka-Seltzer sont un peu différents. Ce sont des pastilles qui sont plus grandes un petit peu. Donc, on peut voir ici, j'ai ma pastille qui a peu ou pas de réaction. Par contre, si je mets l'Alka-Seltzer, on peut voir qu'il y a une réaction chimique qui se fait. Donc ici, on a une réactivité avec l'eau de certaines matières, mais pas nécessairement toutes les matières. Donc ça, c'est une propriété chimique de certains matériaux. Donc, je vous montre des exemples ici. Un autre exemple qu'on veut mentionner, c'est la réactivité avec l'oxygène. Donc, si nous prenons ici, alors ça, c'est une chaîne d'encre de bateau. On peut voir que cette chaîne est rouillée. Donc, j'ai mon ancien marteau de géologue. Celui-ci est aussi rouillé parce que j'ai travaillé dehors et il commence à être vieux. Je ne l'utilise plus. On peut voir que je dois le réparer, mais on peut voir que le métal a rouillé. Donc, lorsque le métal rouille, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a contact avec l'oxygène et il y a ce qu'on appelle un changement de chimie. Comment est-ce que ceci arrive? Nous avons le fer du marteau. Le fer du marteau avec l'oxygène nous forme des nouvelles substances. C'est une propriété chimique. Le fer réagit avec l'oxygène. Donc, ce qu'on peut faire dans notre société, c'est qu'on peut mélanger avec le fer un petit peu de nickel, un peu de chrome, et on se retrouve avec des aciers inoxydables. Donc, c'est possible de prendre un métal et de le mélanger avec les autres pour diminuer ou éliminer la réactivité. Je vais vous montrer un autre exemple.
Donc ici, j'ai une tige de cuivre. On peut voir que celui-ci est plutôt brun. Il y a eu de l'oxydation. Donc si je prends un papier sablé et que je fais ceci, je vais user la première partie et on peut voir ici que le cuivre, lorsqu'on enlève l'oxydation, le cuivre devient rosé comme le métal pur. Lorsqu'il est en contact avec l'oxygène, ça crée une nouvelle substance. Donc ça, c'est une propriété qui est chimique. Très bien. Un autre exemple, c'est la réactivité avec l'acide. Alors moi, je voulais vous montrer ceci. Pourquoi pas? Donc si on retourne sur le prochain que je voulais vous montrer, il y a la réactivité avec les acides qui peuvent être entrés en ligne de compte. Donc, voyons voir. Donc, ici, mon Alka-Seltzer a disparu complètement, mais on peut voir ici que j'ai ma tablette de Tums qui ne s'est pas dissout parce que la tablette de Tums ne se dissout pas dans l'eau. Par contre, la tablette de Tums peut réagir avec d'autres substances. Voyons voir. Alors, pour cette démo, je vais prendre du vinaigre de la maison dans une autre béchère ici, comme ceci. Le focus, je dois travailler sur ceci lorsque je fais des démos. Et je vais prendre un comprimé de Tums. Donc, tout à l'heure, nous avons vu que le comprimé de Tums ne réagit pas avec l'eau. Par contre, celui-ci, si on le met dans l'acide, on va lui donner quelques instants, on peut voir qu'il y a formation de petites bulles. Est-ce qu'on peut voir? Voilà. Et la raison ici, c'est que le Tums, c'est un carbonate de calcium, a une réaction avec l'acide, mais n'a pas de réaction avec l'eau. Donc ça, c'est intéressant. Donc certaines substances peuvent réagir avec certaines substances, mais pas nécessairement toutes les substances. Alors quelqu'un va dire, comment se fait-il qu'il y a la formation de petites bulles? Voyons voir si on peut regarder la chimie de cela. Donc, si je prends alors ici, j'ai utilisé le vinaigre. Si on utilise un acide en laboratoire, l'acide chlorhydrique, alors qui est un atome d'hydrogène et de chlore, et qu'on ajoute le carbonate ici, ce qui est intéressant, c'est que le chlore va aller avec le calcium et l'hydrogène va aller avec l'oxygène. Alors ici, je ne ferai pas l'équilibre de l'équilibre. Je vais faire l'équilibre dans un instant. Donc, si le calcium va avec le chlore, ça devient un chlorure de calcium. Et puis, un chlorure de calcium, ici, est un sel. Donc, on a besoin de 2 chlores ici. Donc, je vais dire 2 molécules d'acide chlorhydrique et une molécule ici. C'est bon. On a donc ici 2 atomes d'hydrogène qui vont aller avec l'oxygène ici, qui nous donne de l'eau. Et la question, c'est, qu'est-ce que c'est? Alors, tranquillement, on peut voir que ça se dissout. Qu'est-ce que c'est ces petites bulles qui sont créées? On a une nouvelle matière ici. Regardons, on a du carbone qui n'est pas utilisé, il y a de l'oxygène qui n'est pas utilisé. On a donc ici du CO2 qui sont les atomes qu'on ne peut pas faire disparaître, mais qui sont inclus dans la réaction. Et donc, les petites bulles, c'est du dioxyde de carbone. C'est une propriété de la matière où on a un carbonate de calcium qui se dissout dans l'acide. C'est une propriété chimique et c'est
c'est une réaction qui est irréversible. On ne peut pas vraiment prendre le CO2 et l'eau et le chlorure de calcium, les mettre dans un contenant et le brasser et en espérant d'obtenir ceci de nouveau. Donc, ça, c'est une propriété chimique de la matière. Voilà. D'autres propriétés qui sont utiles aussi en propriété chimique, c'est la stabilité. Donc, ici, j'ai mis une petite photo ici du jeu Minecraft. On a le TNT, qui est un explosif. Donc, ici, on peut voir, c'est une compagnie qui fait des routes. Donc, on va faire des explosions pour briser le roc, pour faire le chemin. C'est une question de stabilité. Si je prends mes exemples de tout à l'heure, mon dé qui est ici, mon eau et mon bouchon de liège, ce sont des objets très stables. Le plastique est une substance très stable. L'aluminium est aussi une matière qui est très stable. C'est pour ça qu'on fait des canettes, par exemple, pour les boissons gazeuses. Alors ça, c'est une propriété chimique, la stabilité. L'autre, c'est une question de toxicité. Donc la toxicité, c'est le fait que lorsqu'on ingère une certaine substance, est-ce que cette substance va réagir avec le mécanisme biologique? Donc les deux exemples que j'ai ici, c'est le mercure ou la pollution, que ce soit pollution atmosphérique de l'eau ou de la terre. Lorsqu'on parle de toxicité, c'est peut-être qu'une petite quantité n'est pas très grave, mais lorsqu'on est en grande quantité, cela peut causer des difficultés. Donc, par exemple, un exemple, c'est les allergies saisonnières. Alors, si quelqu'un a certains pollens, certaines molécules, donc quelquefois, lorsqu'on coupe le gazon, les personnes vont avoir une réaction allergique. Ça peut faire quelque chose. Quelques personnes vont manger certains aliments et il y a une réaction de toxicité dans le corps. Donc, il faut faire attention ici. Un autre exemple, s'il y a des femmes qui sont enceintes, on va leur proposer de manger moins de thon, par exemple, parce que lorsqu'on monte dans la chaîne alimentaire, les tons sont plus hauts, donc il y a une accumulation de certaines toxines qui n'est pas bon pour les humains, mais surtout pour les femmes enceintes, où il y a un transfert de certaines molécules au bébé dans l'utérus. Un autre exemple de pollution, ça peut être, voyons voir, s'il y a par exemple une compagnie de transformation et ils jettent des déchets dans une rivière et que les personnes, ça va dans les eaux souterraines et que les personnes peuvent boire cela, ça peut être un problème aussi. Donc, la toxicité, c'est le fait que certains objets sont plus toxiques que d'autres. Donc, par exemple, si on prend, je ne sais pas, voyons voir, il y a certains fruits, par exemple, qui ont une graine ou un noyau très dur. Donc, un oiseau va manger le fruit, la graine va passer dans le système digestif et lorsque l'oiseau va voler, lorsqu'il y a des excréments, va emmener la graine un peu plus loin. Donc, c'est un objet qui n'est pas toxique. Par contre, il passe à travers du système digestif sans problème. Donc, ce sont tous des choses à considérer. Alors, voyons voir si on peut revoir les différentes propriétés chimiques. Il y a la toxicité, surtout du côté biologique, que ce soit les animaux, la biosphère et les humains. La stabilité de certains produits chimiques. Il y a aussi la réaction chimique avec différentes substances lorsqu'il y a la création de nouvelles substances. Donc, réaction avec l'oxygène ici. On a réaction, alors ici on a l'Alka-Seltzer qui a réagi avec l'eau, mais le Tums n'a pas réagi. On a certaines substances qui réagissent avec les acides, tandis qu'ils ne réagissent pas avec l'eau. Et il y a aussi certaines réactivités avec des substances pures, surtout lorsqu'on peut augmenter la chaleur. Donc, c'est des choses à considérer.
lorsqu'il y a un changement de couleur ou un changement de température, lorsqu'il y a une nouvelle couleur, une nouvelle température. Ceci montre qu'il y a une propriété chimique ici. Et bien sûr, la combustibilité. Ce sont tous des concepts qui se rapportent aux propriétés de la matière et ici, ce sont les propriétés chimiques. Alors sur ce, merci beaucoup et j'espère que vous avez apprécié celui-ci. Donc retournons voir s'il y a d'autres questions pour aujourd'hui. Voyons voir. Donc il n'y a pas d'autres questions aujourd'hui. Alors ça m'a fait plaisir de répondre à la question de chiffre alphabet aujourd'hui qui est quelle est la différence entre la fusion et la fission nucléaire. J'ai aussi répondu à la question de l'audience qui est pourquoi considère-t-on l'écosystème comme un système de systèmes. Donc, c'est fantastique. Et on a parlé de propriétés physiques, qualitatives et quantitatives, ainsi que les propriétés chimiques. Sur ce, l'émission est un peu plus longue. J'en profite aussi pour faire quelques vidéos pour mes élèves en septembre. Je vous souhaite une superbe semaine. N'oubliez pas, si vous avez d'autres questions, vous les mettez dans la section clavardage. Ça fera plaisir de répondre la semaine prochaine. Au revoir à tous.